Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc voir la troisième partie, la troisième vidéo sur le flotteur commun. L'objet du jour, donc, c'est plutôt de s'adresser aux électrophysiologistes, aux futurs électrophysiologistes. Comment on obtient un bloc bidirectionnel de l'isthme cavo-tricuspide, puisqu'il s'agit du traitement ablatif du flotteur commun. Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien repérer, et ça, c'était l'objet plutôt de la vidéo précédente, mais la première chose que vous allez faire lorsque vous voulez réaliser une ablation de l'isthme cavo-tricuspide, que le patient soit en flotteur ou que le patient soit en rythme sinusal, peu importe, il faut commencer par bien repérer votre anatomie. Il faut que vous soyez capable, avec l'expérience où ça va aller assez vite, de savoir si d'une part votre isthme cavo-tricuspide est très large, dans le sens où est-ce que vous avez une dilatation de l'anneau tricuspide, et est-ce qu'il est très profond, c'est-à-dire est-ce que vous arrivez facilement à aller jusqu'au ventricule avec votre cathéter, d'accord, vous allez retirer progressivement votre cathéter et voir quand est-ce que vous tombez dans la veine cave inférieure, d'accord. Là, on a un petit saut, hop. Et au niveau des signaux, donc, l'idée, moi, je vous propose, c'est en général ce que la plupart des gens font, on se place en LAO à la scopie, ce qui permet que là, en l'occurrence, on voit que notre cathéter, il est bien au milieu de l'isthme cavo-tricuspide. Si le cathéter était tourné franchement ici, on serait septal. S'il était tourné franchement ici, on serait latéral. D'accord. Et on se repère, donc on regarde le rapport AV au niveau de l'enregistrement sur le canal d'ablation, donc ici le RF distal, donc l'électrode distale du cathéter d'ablation. On voit ici qu'on a les toutes petites oreillettes avec un grand ventricule. Donc lorsque vous vous attaquez à un flotteur commun, la première chose, je monte mon cathéter d'ablation, je le courbe, et si j'arrive à avoir ce type de pattern-là, je suis soulagé, parce que déjà, ça veut dire que mon cathéter réussit facilement à atteindre la portion ventriculaire de l'isthme cavo-tricuspide et que ça va grandement me simplifier la vie. D'accord. La seconde chose, c'est qu'on retire progressivement. Là, on voit le rapport AV qui devient en faveur de l'oreillette. Ici, on continue de reculer. On a plus d'oreillettes que de ventricules. Le ventricule commence à être un petit far-field, on le voit ici. Et puis ici, on voit qu'on est tombé. D'accord. On n'a plus de signaux, ni atriaux, ni ventriculaires. On a seulement du far-field. Là, on est tombé au niveau de la veine cave inférieure, donc on sait qu'il ne faudra pas faire d'ablation à ce niveau-là. D'accord. Donc, première chose, bien se repérer. On se balade, on va septal, on va latéral, on voit comment on arrive à se placer. On prend au début quelques minutes et après, en pratique, quelques dizaines de secondes seulement pour bien placer son cathéter, voir quand on le courbe, est-ce qu'on arrive bien à atteindre le ventricule. Lorsqu'on le recule, est-ce qu'on arrive bien à se plaquer, est-ce qu'on a des jolis signaux, etc. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir réaliser l'ablation. Bon, l'ablation, on aura l'occasion de faire d'autres vidéos pour expliquer les principes ablatifs, quand est-ce qu'on prend un cathéter non irrigué, un cathéter irrigué, etc. En général, le consensus pour réaliser une ablation de flotteur commun, avec le meilleur rapport efficacité et coût, c'est d'utiliser un cathéter non irrigué, avec une extrémité, une électrode distale de 8 mm, d'accord, et des paramètres très simples. En température contrôle, ça va être de tirer à 50 watts avec une température maximale de 60 degrés, c'est-à-dire que la puissance diminuera, on ne délivrera pas 50 watts si localement on enregistre des températures de plus de 60 degrés. Ça permet un bon rapport bénéfice-risque, avec tout de même une bonne efficacité. Donc, qu'est-ce que l'on voit pendant une ablation ici de notre isthme cavo-tricuspide, d'accord. On voit qu'on était à la fin de notre tir. En général, comment on se place? On commence à se placer au niveau ventriculaire, d'accord, avec donc en général une oreillette qui est plutôt petite et un ventricule qui est grand. On réalise des tirs, d'accord. Alors, deux stratégies. Soit on recule très progressivement le cathéter d'ablation, ce qu'on appelle un dragging, que l'on peut faire avec un cathéter non irrigué, ou plutôt une ablation point par point. On place notre cathéter, on essaye de ne pas le faire bouger, on tire pendant 20 ou 30 secondes, puis on recule de quelques millimètres et on recommence ainsi de suite. D'accord. Et donc là, on voit qu'on est plutôt à la fin, puisqu'on a déjà réalisé la portion, on va dire, ventriculaire de notre isthme, et on voit qu'ici, les signaux sont très grands au niveau de l'oreillette, petits au niveau du ventricule, donc on est désormais sur la partie atriale de l'isthme cavo-tricuspide, et on ne bouge pas, et on va enregistrer l'évolution des signaux dans le temps. C'est assez intéressant, puisqu'on voit comment se comporte un signal électrique pendant qu'on est en train de faire un tir d'ablation efficace. On voit qu'au départ, les signaux sont amples et sont assez simples, triphasiques, une partie négative, une partie positive, une partie négative, en enregistrement
bipolaire, d'accord? Et on voit que le signal va se fragmenter, le signal va perdre en amplitude, d'accord? Et au fil de l'ablation, va se simplifier, d'accord? Pour finir avec des composantes essentiellement négatives et beaucoup plus simples, d'accord? Là, on a de nombreux passages de la ligne isoélectrique comme ça, donc on se dit que le signal est complexe et fractionné. Et à la fin, on n'a plus que deux composantes négatives, d'accord? Et on voit d'ailleurs que c'est au moment où le signal commence à franchement se simplifier que l'on a un arrêt de notre flotteur avec un retour en rythme sinusal. D'accord? Donc voilà, là, une bonne réponse du tissu à l'ablation. Lorsqu'on a des signaux qui se diminuent rapidement et franchement en amplitude, qui se négativent et se simplifient, on sait que l'énergie qu'on est en train de délivrer est bien en train de brûler le tissu, que le tissu, entre guillemets, répond bien à l'ablation. D'accord? Mais on a bien montré au fil des publications que réduire un flotteur commun grâce à l'ablation ne permet pas d'avoir une très bonne probabilité d'être débarrassé du flotteur commun. Il faut réussir à réaliser une ligne d'ablation sur l'isthme cavo-tricuspide pour empêcher définitivement un flotteur commun de se produire. Et donc, pour réaliser une ligne d'ablation, il va falloir surtout pouvoir confirmer que lorsqu'on a réalisé notre ligne, il n'y a plus d'influx électrique qui passe, ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle le bloc bidirectionnel. D'accord ? Avant de confirmer notre bloc bidirectionnel, on peut essayer d'envisager, et là pour le coup c'est plutôt en salle d'ablation que vous allez progresser, parce que c'est quand on est confronté au problème qu'on arrive à comprendre quelles sont les solutions possibles aux problèmes posés. Mais globalement, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on veut faire un isthme cavo-tricuspide ? Premier problème très fréquent, le patient va avoir mal. Cette région-là est une région potentiellement douloureuse, surtout la partie atriale de l'isthme cavo-tricuspide. Donc il faut bien traiter les patients avec des morphiniques ou évidemment, si besoin, réaliser l'intervention sous anesthésie générale. Il y a certains patients chez qui c'est quasiment impossible de réaliser l'élévation de l'isthme cavo-tricuspide dans de bonnes conditions parce que les patients vont bouger, beaucoup se plaindre et ne pas supporter les tirs. Et donc, parfois, une des solutions sera de reprendre le patient sous anesthésie générale. Voilà. Ensuite, il va y avoir des situations où, avec notre cathéter, on ne va pas réussir, lorsqu'on le courbe, à atteindre la portion ventriculaire de l'isthme pour deux raisons. Soit parce que l'isthme est très large, soit parce que la veine cave inférieure est un petit peu orientée vers l'arrière. Et donc, notre cathéter boucle comme ça dans l'oreillette droite, mais n'arrive pas à se projeter en avant vers le ventricule. Là, une fois que c'est pour ça que je vous conseille en début d'ablation de commencer par courber votre cathéter et voir si vous arrivez à avoir des très grands signaux ventriculaires avec des petits signaux atriaux. Ça veut dire que vous êtes bien au bon endroit à la portion ventriculaire de l'isthme. Si ce n'est pas le cas, pas la peine de perdre trop de temps. Vous pouvez d'ores et déjà sortir une gaine, donc on aura l'occasion de voir les différents types de gaines qui existent, mais qui donc sont courbées et vont aider votre cathéter à se projeter vers l'avant. D'accord ? Avec l'expérience, quand on courbe le cathéter, on est incapable d'atteindre la portion ventriculaire de l'isthme, on ne perd pas de temps, on demande à l'infirmière instantanément une gaine, parce qu'on sait que de toute façon, on ne va pas pouvoir brûler la portion ventriculaire de l'isthme et qu'on n'arrivera jamais à bloquer cet isthme cavo-tricuspide. L'autre problème, c'est qu'on peut avoir un problème de brûlure parce que notre puissance est bloquée, parce qu'on a la température qui monte. On est avec un cathéter non irrigué. Si on brûle à l'intérieur d'une poche, typiquement une poche un peu de type Eustachian poche, ou qu'on trappe notre cathéter dans les muscles pectinés, la température va très vite monter et la machine va bloquer la sortie en puissance. Si elle ne bloque pas, qu'est-ce qui risque de se passer ? Il risque de se passer ce qu'on appelle un steam pop en anglais, c'est-à-dire la même chose que le phénomène que l'on a dans le micro-ondes lorsqu'on chauffe trop fort. La viande explose, on entend des bruits assez terrifiants. Eh bien, il peut se passer la même chose au niveau de l'ablation. On peut avoir une vaporisation avec la chaleur et donc une petite explosion locale, en gros, tout simplement. Et donc, on va avoir du tissu qui va être détruit et on a un risque de diffraction de la paroi avec une tamponnade. Donc, si vous avez un POP, la première chose à faire dans les minutes qui suivent, c'est faire une échographie, vérifier qu'on n'a pas de saignement. D'accord ? Et pour éviter ce phénomène-là, eh bien, c'est pour ça qu'on se limite en température et qu'il ne faut pas monter la température à 80 degrés en se disant, bon, ben, au moins, je pourrais délivrer ma puissance. Ce qu'il faudra faire dans ce cas-là, c'est d'utiliser un cathéter irrigué
qui va donc envoyer du liquide de refroidissement pendant l'ablation et qui va limiter ce risque-là. Le troisième problème que l'on peut avoir, qui est un problème assez fréquent, on va avoir des lésions inefficaces, c'est-à-dire qu'on arrive à bien se placer sur le milieu de l'isthme cavo-tricuspide, on brûle, mais on n'a pas une simplification des signaux comme cela, nos signaux ne bougent pas en pratique. On sent, malgré le fait qu'on délivre 50 watts, si on ne délivre pas 50 watts, il faut passer à un irrigué. Si on arrive à délivrer 50 watts et que le signal ne bouge pas, eh bien c'est probablement que soit on est protégé par un bout de valve tricuspide, soit on est protégé par un bout de valve de Stachy qui vient mettre un petit bout de tissu entre le cathéter et l'isthme cavo-tricuspide, soit notre isthme cavo-tricuspide est très épais et on a un passage protégé du côté épicardique du tissu. Et dans ce cas-là, on pourra faire ce que l'on voit ici, c'est-à-dire décaler notre cathéter plus latéral et refaire une ligne plus latérale. D'accord ? Ça peut être une solution. Ou parfois, changer la position du cathéter en faisant une boucle comme ça pour éventuellement aller se placer sur une région où on n'était finalement pas bien en contact, puisque notre cathéter standard ne nous donne pas d'informations de contact. Peut-être qu'on était simplement posé sur la région et qu'on n'avait pas suffisamment de contact pour bien délivrer l'énergie. Et donc parfois, le fait de boucler le cathéter va aider, va permettre d'avoir un meilleur contact, ou la réalisation d'une ligne plus latérale, ou parfois plus septale, va permettre de réussir à brûler une rigidité un peu épicardique et un petit peu protégée au milieu de l'isthme cavo-tricuspide. Donc voilà les solutions que l'on peut essayer d'utiliser lorsqu'on a un problème. Une ligne plus latérale ou plus septale, sachant qu'une ligne plus latérale expose à un risque de douleur plus important par le patient. Si on fait une ligne extrêmement latérale, on a un risque, de dangerosité si on commence à brûler. Si on se trompe, qu'on n'est plus sur l'isthme cavo-tricuspide, mais qu'on est sur la paroi latérale de l'oreillette droite, on a un risque potentiellement, si on brûle très fort, de perforation de l'oreillette droite. Et on a un risque de lésion coronaire, puisqu'on a la coronaire droite qui passe ici. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc on fait attention de ne pas se mettre trop latéral. Et lorsqu'on brûle de façon très septale, il faut toujours garder en tête qu'on a le nœud auriculo-ventriculaire qui est au-dessus du sinus coronaire qui n'est pas très loin. Et donc, on est très prudent. On surveille la conduction AV et on vérifie qu'on n'est pas trop haut parce qu'on ne veut évidemment surtout pas faire d'ablation du nœud AV. On peut utiliser éventuellement une courbe de cathéter différente, utiliser une plus grande courbure pour aller atteindre le ventricule si on sait que l'isthme cavo-tricuspide est très large. On peut boucler avec le cathéter, utiliser un cathéter irrigué si on a des problèmes de température, utiliser une gaine si on n'arrive pas à se projeter au niveau du ventricule, et passer sous anesthésie générale si le patient ne supporte pas, et puis utiliser éventuellement le bazooka, c'est-à-dire un système de cartographie 3 dimensions, qui pour le coup va faire grandement monter le coût de la procédure, mais qui nous permettra de comprendre l'anatomie, de savoir où passe l'influx résiduel, où il y a ce qu'on appelle le gap, c'est-à-dire la petite portion de tissu qui résiste à nos tirs et qui permet toujours un passage au niveau de l'isthme cavo-tricuspide. D'accord ? Et donc là, c'est parfois, on peut en fin de procédure dire, c'est très rare, mais ça peut arriver, eh bien, ce patient, on le reprendra avec un système de cartographie pour une autre intervention, parce que là, on a fait le tour du problème et on n'arrive pas à trouver la bonne région à brûler. On a fait une ligne au milieu, une ligne septale, une ligne latérale. Voilà. Et donc, on peut être amené parfois à dire, bon, ben, on reprendra le patient avec un autre système de cartographie. D'accord ? C'est une solution envisageable. Maintenant, comment on confirme qu'on a bien réussi à bloquer notre isthme cavo-tricuspide? Donc, on a ce qu'on appelle un bloc bidirectionnel. Eh bien, on va faire ce qu'on appelle une stimulation différentielle, d'accord? Donc, qui a été décrite déjà il y a de nombreuses années, les publications de Jackman en 1996. Ça, c'est donc un enregistrement que nous, on a fait en salle. C'est un exemple très simple. Vous comparez le temps à nouveau, c'est toujours des comparaisons de durée, comme on avait pour les systèmes de cartographie, comme on avait pour le post-pacing intervalle. Ici, on va avoir le temps entre la stimulation au niveau du sinus coronaire et le temps d'activation locale au niveau de notre cathéter d'ablation, puis le temps entre la stimulation qui est cette fois-ci faite sur le cathéter d'ablation jusqu'à l'activation du sinus coronaire. Donc on fait dans les deux sens. Là, on stimule du sinus coronaire, là, on stimule depuis l'ablation. D'accord ? Ici, c'est RF distal, c'est le canal enregistré par le dipôle distal de l'ablation. Ici, c'est le CS 3-4, donc le sinus coronaire, le canal enregistré par la partie proximale du sinus coronaire. On mesure ce temps-là dans les deux sens. Donc là, on a du cathéter d'ablation au sinus coronaire 50 millisecondes, du sinus coronaire
pardon, ici, du sinus coronaire à l'ablation, 58 millisecondes. Ah oui, j'ai inversé les deux. Et ici, de l'ablation au sinus coronaire, 50 millisecondes. D'accord? Peu importe, les deux délais sont courts. D'accord? Et on va comparer ce temps-là au temps que l'on observe en décalant l'ablation. Ici, on était plus proche de la ligne. On a fait notre ligne d'ablation ici, hein, d'accord? Là. Et donc, on décale le cathéter en le mettant plus latéral. D'accord? Et donc, on va mesurer les temps. Ici, on voit, comme on est plus loin et que l'isthme n'est pas bloqué, que le temps entre le sinus coronaire et l'ablation est cette fois-ci de 100 millisecondes. D'accord? Donc, c'est à nouveau l'inverse. Hein, c'est du sinus coronaire vers l'ablation et pas l'inverse. Et quand on stimule depuis l'ablation jusqu'au sinus coronaire, on est à 112 millisecondes. Donc, on a une stimulation proche de la ligne qui est courte, une stimulation loin de la ligne qui est longue. Ce qui est logique, puisque l'isthme n'est pas bloqué. Lorsqu'on stimule ici, le trajet est plus court que lorsqu'on stimule ici. Maintenant, lorsqu'on a un isthme cavo-tricuspide qui est efficacement bloqué, on a ici une zone qui ne conduit plus l'électricité. Lorsqu'on se met proche de la ligne, on va cette fois-ci avoir une distance très longue à parcourir. D'accord ? Et donc, on mesure depuis la stimulation, là, on stimule au niveau de l'ablation, d'accord, on mesure jusqu'au sinus coronaire, on est à 228 millisecondes. Là, on stimule du sinus coronaire jusqu'à l'ablation, on est à 220 millisecondes. D'accord ? Et lorsque cette fois-ci, on se met plus latéral à la ligne, d'accord, on se retrouve avec un délai de l'ablation jusqu'au sinus coronaire qui est à 200 millisecondes, qui est plus court que lorsqu'on était proche de la ligne. Logique, puisque cette fois-ci, la distance est plus courte, puisque de toute façon, on ne peut pas passer là. Ici, on va avoir une dépolarisation qui va être bloquée. Et lorsqu'on stimule du sinus coronaire, on va avoir à nouveau l'influx qui va être bloqué ici, qui va faire le tour et qui va aller dépolariser la partie latérale plus rapidement que lorsqu'on avait le cathéter proche de la ligne. D'accord ? Donc, on fait une stimulation différentielle proche et loin de la ligne, le tout bien sur l'anneau tricuspide. Hein, il ne faut pas se mettre au niveau de la paroi postérieure ou je ne sais quoi. Il faut bien se mettre sur l'anneau tricuspide et comparer les temps. Et si le temps est plus court lorsqu'on se place plus latéral, c'est qu'on a bien bloqué notre isthme cavo-tricuspide. Cette méthode-là, lorsqu'on la fait efficacement, proprement, et qu'on fait bien avec la stimulation et depuis l'ablation et depuis le sinus coronaire, nous permet d'être sûr à 100% qu'on a parfaitement bloqué notre isthme cavo-tricuspide. D'accord ? Il y a également d'autres méthodes, comme le fait de placer notre cathéter sur la ligne elle-même et de constater qu'il y a ce qu'on appelle des signaux doubles. D'accord ? Donc là, par exemple, c'était un papier des années 2000, publié par l'équipe. Une autre possibilité, donc, c'est de mettre un cathéter sur la ligne elle-même, qui enregistre les signaux sur la ligne, et de stimuler avec un cathéter, par exemple le cathéter d'ablation, sur la partie latérale, comme ça, de l'isthme cavo-tricuspide, et de stimuler proche de la ligne et loin de la ligne. Lorsqu'on stimule proche de la ligne et qu'on enregistre notre signal au niveau de l'isthme cavo-tricuspide que l'on a brûlé, on va avoir deux signaux. Le premier précoce, qui est celui qui arrive puisqu'on est proche de la zone de stimulation, et l'autre lointain, parce qu'il faut faire tout le tour. Et donc, on dit qu'on a un double signal enregistré au même endroit, avec un long délai entre les deux. Et si on stimule plus loin de la ligne, ce délai va se raccourcir, puisqu'ici, on va mettre un petit peu plus de temps, et ici, un petit peu moins de temps. D'accord ? Alors que si on a une conduction résiduelle au niveau de notre isthme cavo-tricuspide, si on stimule proche de la ligne, on va avoir un double potentiel parce que on est passé d'un côté de la ligne ici, qu'on est passé lentement, mais qu'on ne le voit pas habituellement, on va avoir plutôt une petite zone de conduction lente, mais là, si on n'est pas exactement dessus, on peut ne pas la voir. D'accord ? Puis, la deuxième activation qui est le signal qui sort. Et si on stimule un petit peu plus loin, on va avoir un temps qui est plus long pour arriver dans la zone, d'accord ? Mais le délai entre ces deux doubles ne va pas changer. Voilà. Ça, c'était une autre méthode qui pouvait être utilisée et qui permet d'être sûr que l'on n'a pas de zone de conduction. Donc, il faut bien comprendre que le fait d'avoir un double potentiel sur la ligne ne vous permet pas d'être sûr qu'il n'y a pas de conduction lente résiduelle. C'est plutôt le fait que lorsqu'on stimule proche, le double est très large et lorsqu'on stimule plus loin, le double se raccourcit.
qui nous permet d'être sûr qu'on a bloqué la ligne, alors que sinon, si on a un double qui ne change pas entre le premier signal et le deuxième signal alors qu'on stimule plus loin ou plus proche, eh bien, c'est qu'on n'a pas bloqué la ligne chaotricuspide. D'accord ? Et en pratique, la stimulation différentielle simple permet, dans 99% des cas, de s'assurer que l'on a bien un bloc bidirectionnel au niveau de notre isthme chaotricuspide. Donc, les take-home-messages pour cette vidéo, bien connaître l'anatomie, savoir qu'on peut avoir des poches, qu'on peut avoir du muscle pectiné, qu'on peut avoir un isthme chaotricuspide plus large que ce qu'on pensait, d'accord ? Bien se repérer avant de commencer l'ablation pour savoir d'emblée si on va avoir besoin d'une gaine, si on va avoir besoin de boucler le cathéter, si on va avoir d'ores et déjà des difficultés de positionnement, etc. Savoir quoi faire en cas de difficulté, et là, pour le coup, eh bien, c'est l'apprentissage pratique qui va vous aider, mais connaître un petit peu les possibilités, utiliser une gaine si on n'arrive pas à se placer sur la partie ventriculaire de l'isthme, utiliser un cathéter irrigué si on a des problèmes de température, passer sous anesthésie générale ou au moins augmenter les sédations si le patient est très douloureux, et éventuellement, cas ultime, utiliser un système de cartographie si après une ligne haut centrale, une ligne plus septale, une ligne plus latérale, on n'a toujours pas réussi à bloquer l'isthme chaotricuspide. Et enfin, savoir réaliser une stimulation différentielle pour confirmer ou infirmer la présence du bloc bidirectionnel, cette stimulation différentielle étant la meilleure façon de savoir si on a un bloc. Le fait de dire il n'y a plus beaucoup de signaux sur la ligne ou j'enregistre des doubles sur la ligne n'est pas un gage de certitude concernant le fait que notre isthme chaotricuspide soit bloqué. D'accord ? Je vous remercie. Et donc, après ces 3 vidéos sur le flotteur, normalement, vous avez compris la logique du flotteur, comment fonctionne une macro-réentrée, quels sont les obstacles anatomiques que l'on rencontre et qui expliquent pourquoi on fait des flotteurs communs, quel est l'électrocardiogramme du flotteur commun, comment on se repère sur la notricuspide grâce à la scopie, comment on diagnostique le flotteur commun de façon endocavitaire avec certitude grâce à l'activation du sinus coronaire, à la cartographie autour de la notricuspide et surtout à l'entraînement local avec ce qu'on appelle la mesure du PPI, le post-pacing intervalle. Et puis maintenant, vous avez des bonnes bases pour savoir comment on réalise l'ablation de notre isthme chaotricuspide. On peut le faire soit en rythme sinusal, soit en arythmie, peu importe. Si on est en arythmie, on finira de toute façon en rythme sinusal si on a réussi à bloquer notre isthme. Et comment, une fois le retour en rythme sinusal obtenu, on peut être capable de confirmer qu'on a bien obtenu un bloc bidirectionnel. Voilà, je vous remercie pour votre attention.